Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est qu'il parte. On veut un changement. Ils sont corrompus, ils sont incompétents. Nous avons plein de jeunes, c'est pour ça que nous, la génération Z, nous, on se mobilise pour qu'on puisse vraiment être que des actions. Donc j'ai soif, j'ai faim, j'ai des rêves, mais je ne peux pas les réaliser. Tout simplement qu'on me rend la tâche difficile. Donc on a faim, on a soif, on veut notre liberté tout simplement. C'est au pouvoir, on lui a donné maintes chances, qu'il nous fait des promesses différentes. Il ne pense qu'à son intérêt et à l'intérêt de sa propre famille. Fatayati, c'est la famille qui nous tue. Des voix issues de la Gen Z, la génération Z malgache. On rappelle que cette génération rassemble les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010. François Roubaud, l'un d'entre eux disait « J'ai soif, j'ai faim, j'ai des rêves, mais je ne peux les réaliser ». C'est cela au fond le grand drame aujourd'hui de cette génération malgache ? Oui, alors c'est peut-être pas une spécificité de la génération Z, c'est généralisé pour toute la population. Le terreau de la révolte ou des événements était en place avec une période de crise latente dans le travail qu'on a réalisé, que vous avez cité avec deux collègues, Mireille Razafine-Rakout et Jean-Michel Vacberger. On s'est intéressé à ce qu'on appelait le mystère malgache, qui est à la fois une énigme. Comment se fait-il que Madagascar, bien doté, ne cesse de décroître depuis les indépendances, et donc que les jeunes d'aujourd'hui ont à peu près le niveau de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents. Et d'autre part, le paradoxe, et c'est là-dessus qu'on peut discuter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite phase de croissance de quelques années, ça se solde par une crise sociopolitique. Et donc ça, c'est plutôt un paradoxe. Ce que vous êtes en train de nous dire, pardonnez-moi, c'est que, François Roubaud, c'est que ce pays est en récession constante, continue, que le niveau de vie des gens aujourd'hui, des malgaches aujourd'hui, est celui de leurs parents, de leurs grands-parents même ? J'ai même de leurs arrière-grands-parents. J'ai posé aussi loin. Ouais, on démarre en 1960 et aujourd'hui, on est à la moitié. Donc 65 ans après, quoi. Est-ce que vous avez une explication, Francis Patindé, quant à cette énigme, ce mystère malgache qui vient d'être décrit ? Alors Madagascar, un véritable scandale géographique et géologique. C'est un pays où tout pousse. C'est un pays qui est vert, et tout pousse. C'est un pays qui a des pierres précieuses, qui a des richesses incommensurables. Mais le paradoxe, c'est, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, le paradoxe, c'est que la misère est frappante. Elle vous heurte, elle vous frappe, elle vous fouette. Moi, j'ai vécu à Madagascar en 2013, et depuis 12 ans, j'y suis allé régulièrement. Et chaque fois que j'y vais, j'ai un haut le cœur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Les nids de poules partout, des chiens errants partout, des gens qui fouillent dans les poubelles pour manger. C'est très rare en Afrique de voir ça. On n'est pas à New York, en Haïti. Moi, j'ai vécu en Haïti, donc j'ai vu ça, quelque chose de comparable. Mais ça heurte de voir un pays qui est vert, où il y a des breads, il y a des légumes, il y a des fruits. Vous avez tous les fruits d'Afrique, d'Asie et d'Europe à Madagascar. Et malheureusement, ça ne va pas. La misère, là-bas, ce n'est pas de la pauvreté. Et tout ça, c'est dû à quoi ? À la mauvaise gestion. C'est que depuis l'indépendance, tout ça a été mal géré. Il y a eu des séries de coups d'État. Il y a eu une mauvaise gestion. Et le président qu'on vient de chasser, et en est l'illustration la plus patente. C'est quelqu'un qui passait toutes ses vacances à Dubaï, qui était tout en partie. C'est un sapeur. S'il était d'Afrique centrale, on dirait que c'est un sapeur qui appartient à la société des sapeurs, des personnes élégantes. Et tout le temps en train de partir. Et donc, ce pays croupit dans la misère. Et moi, j'ai pas été surpris par ce qui s'est passé ces dernières semaines. Vous êtes d'accord avec ça, François Roubaud ? Dans le fond, ce qui frappe à Madagascar, c'est l'opulence des ressources, l'opulence de ce que le pays permettrait justement d'offrir à sa population et la misère dans laquelle est enferrée cette même population ? C'est vrai, mais à mon avis, c'est insuffisant parce qu'il y a beaucoup de pays qui partagent ces caractéristiques de l'opulence et de la mauvaise gestion. Et donc Madagascar est le seul pays qui n'a pas connu la guerre, qui a cette trajectoire récessive sur longue période. Et donc ça veut dire qu'à trajectoire unique, il faut trouver des causes uniques. Et donc les causes uniques, ça peut pas être la corruption, par exemple. Elle est partout, y compris dans les pays qui fonctionnent bien. J'ai travaillé au Vietnam. La corruption est au Vietnam. Et en France aussi. En France, bien sûr. Et donc ça peut pas être les facteurs, le manque d'éducation qui est mis en avant, la guerre ethnique. Alors quels sont ces facteurs justement ? Est-ce que vous arrivez à percer même un tant soit peu ce mystère malgache sur lequel vous avez travaillé ? On prétend l'avoir fait dans le livre et on essaye de voir si aujourd'hui ce modèle qu'on a mis en
en lumière fonctionne. Et donc en fait à Madagascar, une des caractéristiques, c'est que le président, il y a une fragmentation sociale généralisée. Habituellement, dans un pays, il y a plusieurs formes pour essayer de tenir le haut et le bas. Ça peut être par la redistribution d'État, comme chez nous, inexistante à Madagascar. Ça peut être par des relations de type ethnique, où le président investit au village, etc. À Madagascar, ce mécanisme n'existe pas. Les Malgaches sont les premiers à se revendiquer d'abord de leur pays, avant leur groupe ethnique, et c'est une spécificité malgache. Une troisième façon de faire tenir le haut et le bas, c'est une force des corps intermédiaires, des pouvoirs locaux, du mouvement associatif, qui est très faible à Madagascar. Et donc, dans le cas de Madagascar, en fait, le pouvoir est tenu de manière symbolique par une philosophie, on peut dire, une culture malgache de respect de l'État, de respect des ancêtres, de respect des aînés. Et voilà, il n'y a pas d'assise matérielle à la stabilité à Madagascar. Ce qui veut dire qu'il est très facile de le déstabiliser, d'autant plus qu'il y a une spécificité malgache, c'est le tabou de la violence. La violence est tabou. Alors évidemment, ça a des points positifs, c'est-à-dire il n'y a pas d'explosion sanglante. L'armée ne fait rien de ce point de vue-là. Mais la contrepartie, c'est qu'avec quelques personnes armées et quelques morts, on peut déstabiliser le régime. On va revenir sur le rapport des Malgaches à la violence, mais pour vous demander de préciser les choses, François Roubaud, ce que vous nous dites là, c'est que le haut de la société ne tient pas avec le bas, que l'un et l'autre ne s'imbriquent pas, qu'il n'y a pas donc de redistribution sociale, comme dans beaucoup de pays africains peut-être, mais en tout cas plus fortement ici, qu'il n'y a pas de liens, j'allais dire, institutionnels, sociaux, qu'au fond, l'un et l'autre coexistent sans vivre ensemble, c'est cela ? Complètement. Et on pourrait ajouter, donc ça c'est pour le lien du haut avec le bas, du très haut avec le bas, mais aussi du point de vue des élites. Donc du point de vue des élites, à Madagascar, le clan présidentiel prend tout. Et donc quand il y a une phase de croissance, évidemment, il y a une insatisfaction des autres élites et qui, en général, au bout d'un moment, se disent on va déstabiliser le régime. C'est relativement facile à faire et c'est ce qui s'est passé quand Andry Rajoelina est entré au pouvoir. Et là, on est dans un cas différent. C'est pas les élites exclues du clan présidentiel qui ont généré le mouvement, mais un mouvement de la base, ou en tout cas de la Gen Z et des jeunes éduqués. Alors qu'est-ce qui s'est passé, François Patinde, depuis le début du mois de septembre à Madagascar ? Qu'est-ce qui a déclenché, dans le fond, la mobilisation de cette nouvelle génération et donc, par voie de conséquence, la déstabilisation du pouvoir malgache ? La cause immédiate, les jeunes de Gen Z l'ont dit, c'est les délestages chroniques. Les délestages, ce qu'on appelle délestage en Afrique, c'est la coupure d'électricité, coupure d'eau, et puis la difficulté de vivre, d'assurer les 2 ou 3 repas quotidiens. Donc c'est à partir de là que les jeunes se sont mobilisés. Donc c'est l'accès aux besoins essentiels. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la plupart des Gen Z, je vois au Maroc, en ce moment, il y a le même mouvement. C'est souvent des choses de la quotidienneté. Ce n'est pas des grandes théories. C'est des choses de la quotidienneté et les gens sont sensibles à cela. Vous voyez, quand vous voyez qu'il y a des stades, d'énormes stades qui s'apprêtent à accueillir la Coupe du Monde et avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est pour le Maroc. Ça, c'est pour le Maroc. Et à Madagascar, c'est l'eau, l'électricité. Et l'électricité, ça veut dire beaucoup dans nos pays. Ça veut dire charger ces téléphones, ça veut dire étudier, au lieu d'étudier avec une lampe torche ou avec autre chose, d'assurer la quotidienneté. Et souvent, ça part de ça. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était un mouvement spontané. Parce que j'ai été en contact avec eux ces 3 dernières semaines, avec ces quelques meneurs, si je puis dire, et quelques leaders, on va dire. C'est un mouvement pensé, organisé, structuré. Il y a des gens, il y a des documents même qui existent, où c'est bien dit, il faut se regrouper là, voilà comment avancer, voilà, et sur les réseaux sociaux. Il y a des documents qui forment le substrat du mouvement. Vous êtes d'accord, François Roubaud, il existe un corpus qui permet de comprendre qu'il n'y a rien de spontané, de fondamentalement spontané dans ce mouvement, mais qu'il était lui-même pensé, organisé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même ?
On a le droit de ne pas être d'accord. Vous avez bien sûr, c'est l'objet même de cette conversation. C'est un débat, allez-y. Donc, d'abord, je pense que le mouvement de Madagascar, par rapport aux autres mouvements internationaux, est profondément endogène. Ce qu'on a appelé, pardonnez-moi, les mouvements de la génération Z, au Népal, au Maroc, au Madagascar, on a beaucoup fait le lien entre la situation de ces trois pays. Et donc là, dans le cas de Madagascar, c'est un mouvement qui part de Madagascar. Sur l'idée de spontanéité, je vous arrête, pardonnez-moi, je suis désolé de vous couper encore une fois. Sur justement ce lien entre les trois pays, Népal, Maroc, Madagascar, vous pensez que c'est un phénomène strictement endogame, en tout cas que cela appartient à l'intérieur du pays, qu'il n'y a pas de lien avec d'autres mouvements internationaux? C'est pas strictement endogame, mais les racines principales sont internes. Et après, il est possible qu'il y ait des coordinations, un peu d'inspiration. On a vu par exemple le symbole du drapeau pirate qui vient pas de Madagascar et qui a été brandi à cette occasion, mais fondamentalement, le mouvement vient de Madagascar. Et oui. Je suis totalement... Chaque pays a une cause. Il y a des qui ne sont pas les mêmes. Là où il y a l'électricité, l'autre c'est comment manger. Ailleurs c'est le football. Ailleurs c'est autre chose. Mais il y a quelque chose quand même de spécifique, quelque chose il y a des similarités entre tous ces mouvements. Le fait que ce soit des mouvements jeunes, donc de génération jeune, le fait qu'ils exhibent effectivement ce truc du manga japonais et One Piece et tout. Et puis il y a une forme, dans tous ces mouvements, il y a toujours le fait qu'on veuille imiter l'autre. Vous voyez, qu'on voit que ça se passe bien ailleurs, et pourquoi ne pas répéter ça, même si les causes réelles sont endogènes. François Roubaud, dans le fond, sur le deuxième point soulevé par Francis Patinde, est-ce que ce mouvement que l'on a observé depuis plusieurs semaines est structuré, selon vous, pensé ex ante, en amont? Moi, je pense qu'il se construit au fur et à mesure. Personne, au début, d'abord, le terreau était favorable. En fait, le mouvement à Madagascar, il n'y a pas de différente nature à celui des autres pays. Ce qui est différent, c'est l'intensité des problèmes, qui sont incommensurables avec ceux du Maroc et du Népal. Une pauvreté généralisée, des dénis démocratiques évidents, une dérive à la fois autoritaire, clanique et prédatrice à des points inimaginables, du tandem de l'ex-président et de l'homme de l'ombre qui était Mamir Avatumanga, le financier de l'opération. Et donc, c'est ce paroxysme. La question pour Madagascar, c'était pas tellement si ce mouvement allait arriver, mais quand il allait arriver. Et pour moi, et ça demande évidemment à être étayé sur le terrain, ce qu'on va faire d'ailleurs dans les semaines qui viennent pour essayer de comprendre comment est structuré ces acteurs de la Gen Z et leurs alliés. Ils construisent en marchant. Il y a des revendications, d'ailleurs on les a vues évoluer au cours du temps. Au début, c'est des revendications matérielles affichées, des coupures d'électricité et d'eau de 12 heures par jour et qui ne cessent de s'accroître. Et puis progressivement, une revendication politique, démocratique. On veut être écouté, on veut que la démocratie fonctionne, on veut une liberté de parole, et avec spécifiquement pour les jeunes, l'idée que notre parole doit compter pour Madagascar. C'est toujours, Francis Patinde, la même difficulté, si je puis dire, dans ces mouvements sociaux organisés, pensés par la génération Z, c'est comment le traduire institutionnellement, comment s'inscrire dans un paysage institutionnel et démocratique. Est-ce que la génération Z malgache avait cette capacité justement de transformer cette révolte dans le cadre institutionnel ? Je pense qu'elle avait le pouvoir de contestation, de se réunir, de contester le pouvoir qui est en place, mais arrive un moment, pour tous ces mouvements, le moment de l'heure de vérité, c'est de gérer. Comment gérer l'État. Et d'ailleurs, le mouvement s'est précipité parce qu'une partie, une unité de l'armée s'est jointe au mouvement. Ça a précipité les choses. Et à un moment, à l'heure de vérité, l'armée est intervenue. Et d'ailleurs, avant d'entrer en studio, j'ai appris, par un coup de fil là-bas, ils viennent de nommer un Premier ministre. Et vous savez qui c'est? Le Premier ministre, c'est le président du conseil d'administration de la Banque nationale de l'industrie, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une banque d'État, c'est une banque privée. Et ce monsieur, qu'on vient de nommer Premier ministre, est un zélateur du président Rajoelina. Il est connu pour ça, vous pouvez aller sur ses réseaux sociaux, et bien il a toujours fait, et il a été un zélateur du régime. Et donc, je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont en train de voler la victoire des jeunes. Alors c'est tout le débat, justement. Est-ce que l'on a affaire depuis qu'une partie de l'armée, organisée par ce que l'on appelle le CAPSAT, le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, on reviendra sur la sociologie, la composition même de ce groupe, parce que c'est important, mais est-ce que vous diriez vous-même, François Roubaud, que l'armée a procédé
à un coup de force, voire à un coup d'État, ou du moins que ce corps d'armée a volé la révolte à la génération Z? Je dirais que non, en tout cas à ce stade. Pour savoir si c'est un coup d'État, je laisserai mon ami Francis juriste, définir ce qu'est un coup d'État ou ce qui n'est pas. On voyait au jour le jour que le mouvement, du fait de sa structuration horizontale avec les réseaux sociaux, etc., mais il commençait à s'essouffler, et d'une certaine façon, l'armée a donné une forme de débouché politique, enfin le CAPSAT, et puis ensuite le fait que tout le monde s'est rallié du côté des forces armées qui étaient divisées, puisque la gendarmerie avait réprimé dans le sang les jeunes malgaches. Engendrant la mort d'une vingtaine de personnes. Voilà. Et donc, ça a donné un débouché potentiel. Sinon, je voyais pas comment... Enfin, l'alternative, c'était de s'en remettre à la vieille classe politique. Et cette vieille classe politique est totalement discréditée à Madagascar, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, mais particulièrement à Madagascar. Et si on fait le parallèle avec l'histoire, en 2009, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la classe politique a un nouveau, mais allié, Radzoen, allié avec la classe politique, a repris le pouvoir, et ça a été tout changé pour que tout reste pareil. Vous êtes d'accord, Francis Patindé? Oui. C'est quand même troublant, j'allais dire, d'entendre que le seul débouché politique institutionnel possible lorsque des jeunes, une génération Z, mènent une révolte, c'est un débouché militaire. Oui. Alors, le mouvement a pris les chemins d'un coup d'État, dans un premier temps. Et quand le colonel s'est rendu compte que devant qui il allait prêter serment, devant qui allait l'investir, donc il s'est ressaisi tout de suite. L'Assemblée nationale n'a pas été dissoute, le Conseil constitutionnel, donc il a maintenu les institutions qu'il avait quelques heures plus tôt appelées à dissoudre. Il aurait dissous ces institutions qu'on aurait parlé de coup d'État, en tout cas dans son acception classique. Je vous coupe, pardonnez-moi, parce qu'on va entendre justement cette déclaration où le colonel qui dirige le CAPSAT appelle justement à la dissolution de certaines des institutions malgaches. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, l'Assemblée nationale. On la laisse travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un comité, un conseil. Et ce conseil sera composé des officiers de l'armée, de la gendarmerie. On entend bien là, Francis Patindé, quand même une intention de coup d'État, non? Absolument, mais il s'est ressaisi, mais c'était trop tard. La preuve, l'Union africaine, donc qui est l'équivalent de l'Union européenne pour l'Afrique, a tout de suite suspendu toute relation avec Madagascar. Et vous savez, il y a un principe qui régit les règles depuis quelques années en Afrique, c'est le principe de subsidiarité. Ça veut dire que quand une des institutions décide quelque chose, l'Union européenne, l'ONU et toutes les organisations régionales suivent. Donc Madagascar est aujourd'hui au banc de la communauté, en tout cas africaine et internationale, parce que celle-ci considère que Madagascar a fait un coup d'État, qu'il y a eu un coup d'État à Madagascar. Donc, je pense qu'il est en train de se chercher, là, la désignation d'un Premier ministre, enfin, le profil du Premier ministre, ça peut heurter, y compris les jeunes, parce que les jeunes n'entendent pas diriger le pouvoir d'État, mais participer, et surtout, ils veulent être respectés et que leurs revendications soient prises en compte. Il faut peut-être revenir, François Roubaud, à ce stade de la discussion, sur une autre spécificité de Madagascar, c'est la légitimité relativement forte de l'armée dans le paysage institutionnel et politique. Pourquoi, dans ce pays en particulier, l'armée a-t-elle, j'allais dire, je reviens sur ce terme-là, mais une légitimité plus forte pour prendre le pouvoir et y accéder ? Oui, alors je reviens sur un point antérieur, mais qui est lié. Est-ce que l'armée était le seul débouché politique au mouvement? C'était pas le seul, sûrement. Et il y a un enjeu, mais quelles auraient été les alternatives? C'est pas la GNZ qui allait en totalité former le gouvernement, ça paraît clair. L'alternative, j'en ai parlé, c'est la vieille classe politique, tout changer pour que tout reste pareil. Mon idée, avant que l'armée intervienne, c'était l'idée d'un gouvernement technique en attendant de faire des élections. Donc évidemment, il y a tout un enjeu. Pardonnez-moi, mais cette génération de Z, elle n'a pas de représentant, aucune figure politique n'a émergé dans la masse des manifestants. Il n'y a pas non plus à Madagascar d'opposition qui aurait pu récupérer ce mouvement en récupérant les mêmes revendications? L'opposition a essayé de récupérer et essaie de récupérer, mais ce serait probablement pas une bonne chose pour Madagascar. La GNZ
par principe, essaye de ne pas mettre en avant des figures emblématiques qui éventuellement pourraient être rachetées, récupérées par le pouvoir en place. Et donc, il y a des représentants qui interviennent, mais en essayant de conserver ce côté horizontal, égalitaire des représentants. Et donc, l'armée, pour revenir à la question, sur la légitimité de l'armée, à Madagascar, l'armée n'a jamais été à l'origine de bains de sang, en tout cas dans une période récente. Systématiquement, elle a joué un rôle de légitime. Elle a récupéré les clés du pouvoir, puis les a redonnées dans différentes occasions, redonnées à des civils, et elle jouit d'une très grande confiance, entre autres justement parce qu'elle n'use pas de la force, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Elle s'est systématiquement retirée. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Il y a le risque aujourd'hui de maintien au pouvoir, mais en tout cas, ce ne serait pas dans la continuité de ce qu'a fait l'armée jusqu'ici à Madagascar. Et donc on en revient dans le fond à ce tabou de la violence politique que vous décriviez un peu plus tôt, tabou que l'armée s'est maniée, j'allais dire presque avec brio, Francis Patindé. Oui, moi je nuancerais le propos, parce qu'il y a le cas de Didier Ratsirac. Didier Ratsirac qui a fait un coup d'État, et après il est revenu, c'est vrai, mais il est resté longtemps au pouvoir. Donc, c'est pas tous les militaires qui jouent le jeu à Madagascar. Il y a quand même quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui a été éliminé en quelques heures, sinon en quelques jours. C'est Ratsimandrav. Vous voyez? Donc, il y a une tradition de révolte, mais une tradition aussi de violence. Même si c'est pas des massacres de masse à Madagascar. Et l'insularité de Madagascar n'a rien à voir avec cela. Parce que il n'y a jamais eu de bain de sang dans aucune île africaine. Aucune, je les connais, je les ai visités. Il n'y a aucune île africaine. Donc, c'est pas une spécificité malgache, ne pas massacrer les gens. Et Madagascar a le tort pour lui d'être la grande île. Et c'est le dernier de la classe. Parce que Madagascar est situé dans l'océan Indien, derrière l'île Maurice, derrière les Seychelles, et plus loin derrière le Cap-Vert, vous voyez. Donc c'est le mauvais exemple pour les États insulaires. Il faut en venir maintenant au rôle qu'a joué la France dans l'extradition du président malgache. On va venir sur ce rôle à travers la voix d'Emmanuel Macron qui s'exprimait le 13 octobre dernier sur la situation de Madagascar. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Et donc là, je veux ici redire au nom de la France notre affection à l'égard de Madagascar, notre attention et notre affection à l'égard de cette jeunesse et notre grande vigilance aux côtés de l'Union africaine, de la SADC, pour que la continuité institutionnelle et l'ordre constitutionnel soient respectés. Bon, on a besoin, François Roubaud, d'une analyse de texte là. Qu'est-ce que dit le président de la République française entre les lignes? Est-ce qu'il soutient véritablement la génération Z qui est descendue dans la rue? Est-ce qu'il soutient dans le même temps la stabilité institutionnelle et politique? On sent que la ligne de crête est fine là. Oui, alors la position de la France est spécifique, mais s'inscrit dans un cadre plus général de la réaction aux événements de la communauté internationale. On rappelle, pardonnez-moi d'un mot, que Madagascar fut une colonie française jusqu'en 1960 et que les liens, on y reviendra d'ailleurs dans une émission jeudi soir, dans Question du soir en seconde partie, que les liens entre Madagascar et la France restent extrêmement forts. C'est très clair, même si ils sont en décroissance par rapport à de nouveaux acteurs internationaux, dont la Chine sur le plan économique. Et donc, communauté internationale, elle peut jouer un rôle très important et un rôle négatif, dans le sens où, si elle bloque ses financements, ce qui découlerait du fait qu'on ne reconnaisse pas le pouvoir actuel, à ce moment-là, ça aggraverait de manière massive la crise économique, qui est déjà très forte. Alors moi, je trouverais quand même un peu paradoxal, alors que cette communauté internationale s'est tue face aux dérives du pouvoir des dernières années, au nom de la constitutionnalité de forme, au nom
probablement d'intérêt bien compris, et pourquoi pas par lâcheté, qu'elle décide de mettre Madagascar au banc des nations à cause du mouvement qui est quand même très largement soutenu par la population malgache. Pour être clair, la communauté internationale, de qui parlez-vous en l'occurrence? Est-ce que c'est d'abord et avant tout la France? Non, pas seulement. La France participe au financement, mais derrière l'Union européenne, il y a la Banque mondiale, des bailleurs de fonds, d'autres pays européens en particulier. Et donc, à mon avis, elle devrait donner sa chance à la dynamique en cours. Et dans ce contexte, la position de la France, dont les soubassements, je les connais pas. Globalement, jusqu'à l'intervention du président, la France avait fait profil bas à Madagascar et ici. Et là, l'effet est totalement contre-productif puisque ça développe le sentiment anti-français à Madagascar alors qu'il était beaucoup moins présent et qu'il est beaucoup moins présent que dans des pays, par exemple, d'Afrique de l'Ouest. On peut penser au Burkina, au Niger ou au Mali. On va revenir sur ce sentiment anti-français. Francis Patindé, expliquez-nous, si je puis dire, ce que la France est venue faire dans ses affaires, entre guillemets. Pourquoi organiser l'exfiltration de l'ancien président malgache? Il faut dire d'abord que la France est un des bailleurs de fonds, mais c'est pas le principal à Madagascar. Par exemple, en 2013, les élections étaient organisées, j'y étais, et la France n'avait pratiquement pas mis la main à la poche. Des pays comme la Finlande, la Corée, le Japon avaient beaucoup payé pour les élections. Alors la France, elle exfiltre son national, d'abord déjà, parce que c'est un citoyen français. Depuis 2014... Il a pris la double nationalité. Oui, il a la nationalité malgache. Ce qui est interdit, hein. Normalement, dans son cas, oui. Du point de vue du statut du président malgache. Oui, dans son cas, c'est interdit. Bon, il a une maison à Sauverny, en face de Genève, et tout, où il a passé le clair de son temps entre 2014 et 2018. Et il a demandé, en 2014, il a obtenu la citoyenneté française. Donc, mais je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on l'ait, parce qu'il y a beaucoup de présidents africains qui sont des binationaux, qu'on n'a pas jugé bon d'exfiltrer. À mon avis, il a dû demander, il a dû craindre pour sa vie, et donc la France a joué le jeu, l'a évacué, puis après, advienne que pourra. Donc c'est par grandeur d'âme que la France est intervenue. Mais c'est pour ça que la réponse de Macron joue la prudence, parce que non seulement il dénonce la rupture institutionnelle, et en même temps il cajole les jeunes. Et voilà, parce qu'il veut pas qu'il y ait ce sentiment anti-français qui prenne de l'ampleur. Et également, il a dit un mot qui est très important, il veut pas d'immixtion là-dedans, des missions étrangères. En fait, parce qu'il y a quelques petits drapeaux, quelques malheureux drapeaux russes, un moment dans les manifestations, et tout le monde, maintenant, depuis les mésaventures françaises au Sahel, donc le moins petit drapeau russe qui apparaît dans une manifestation, les gens sont amenés à penser à Paris que, attention, la Russie est en train de vouloir nous sortir du territoire malgache. Je vous pose la même question, François Roubaud. Pourquoi la France est venue exfiltrer l'ancien président malgache? Quelle analyse vous avez de ce fait pas commun? Moi, je dirais une méconnaissance du contexte malgache, donc une réaction à une prise de pouvoir par l'armée interprétée à l'aune de ce qui s'est passé dans les pays du Sahel, le lire exactement de la même façon. Il est possible qu'il y ait derrière des intérêts. Bon, le fait que Razoel soit français, peut-être, a joué un rôle aussi, mais j'avoue que je trouve cette intervention assez malvenue, d'autant plus que le risque, même si le président l'a mis en avant, qu'il était susceptible d'être assassiné, et avec l'intervention de puissances occultes, était probablement complètement faux. Et donc voilà, moi j'interprète négativement cette intervention, mais en même temps il semblerait que au cours de la cérémonie d'investiture, la communauté internationale, dont la France, était là, et donc voilà, le discours est en train d'être nuancé, matiné maintenant, mais tout va dépendre un peu de ce qui se passe. Et la nouvelle que nous annonce Francis de la nomination du Premier ministre, que je n'étais pas au courant, est peut-être inquiétante. Francis Patindé, sur ce sentiment anti-français, tous les observateurs aujourd'hui de la société malgache s'accordent tout de même à dire que cette exfiltration a considérablement renforcé ce sentiment-là. Mais c'est à l'évidence, oui, parce que les gens aujourd'hui, ils veulent plus d'émission de la France, dans les pays, les anciennes colonies françaises. Les jeunes n'en veulent plus. Ils veulent plus d'émission, plus d'intervention, plus de bases militaires, plus de dictates formulés par l'ambassadeur de France. Mais il se trouve encore que, la France a sorti ce président. Les jeunes auraient aimé
qu'il soit arrêté éventuellement et jugé à Madagascar devant une juridiction malgache. S'il n'a rien fait, bon, je pense que les gens l'auraient libéré. Mais là, il se trouve que la France vient le soustraire à la justice de son pays, d'où la colère des jeunes. Mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle qu'il y ait une généralisation d'un sentiment anti-français à Madagascar. Vous êtes d'accord, François Roubaud ? Oui, je confirme. A priori, il existe, mais de bien moindre intensité que dans d'autres pays d'Afrique continentale. Un mot quand même sur l'avenir de ces institutions malgaches, l'avenir également de ce pouvoir militaire, alors qu'il est, votre analyse, François Roubaud, dans les prochains jours, sans faire de vous le devin que vous n'êtes pas, qu'est-ce que vous attendez dans les prochains jours et les prochaines semaines ? Donc on est vraiment dans la conjecture. Je dirais qu'à Madagascar, aujourd'hui, rien n'est écrit, mais la probabilité, même si elle est faible, d'une sortie par le haut existe. On peut penser, là, puisqu'on parlait de coup d'État, à des exemples fameux comme la révolution des œillets au Portugal, ou d'autres exemples, peut-être Sankara au Burkina Faso. Que serait alors une sortie par le haut dans le cas malgache ? Eh bien, ce serait que justement l'armée ne s'accroche pas au pouvoir indéfiniment et qu'elle continue à dialoguer. Ça a été affiché avec ne pas mettre à l'écart la génération Z, les jeunes du mouvement, et de mettre en œuvre les revendications, de ne pas remettre en place les vieux chevaux de retour de la classe politique dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'agir réellement pour réaliser les revendications de la Gen Z qui semblent totalement légitimes, et la sortie pour Madagascar. Vous y croyez, Francis Patindé, à l'armée qui laisserait sa place comme ça à la génération Z pour faire valoir ses revendications? Il va falloir que l'armée s'efface, parce que toute cette révolution, elle a été faite par les jeunes. L'armée est venue juste au moment de la conclusion. Et ce n'est pas un corps de combat de l'armée, c'est un corps juste technique et administratif. C'est des gens qui gèrent les munitions, mais c'est pas un corps de combat. Vous voyez? C'est souvent, dit-on, le placard même de l'armée malgache, c'est-à-dire les rebuts de... Absolument. L'actuel champ militaire. Président, il aurait tenté un coup d'État, on l'a casé là. Donc, je pense que mais je me méfie des politiciens malgaches. Ils sont redoutables. Ils sont redoutables comme les politiciens à Haïti. C'est-à-dire, on les enterre, mais ils ressortent. Vous les éjectez par la porte, ils reviennent par la fenêtre. C'est des gens qui sont rompus à la politique politicienne. Et je peux vous dire qu'un ancien président est rentré hier à Madagascar. Il était en exil à Paris. Donc, ils commencent tous à rentrer. Et ils sont forts, ils vont reprendre la situation en main. J'ai peur de cela. Vous avez peur également, en quelques mots, François Roubaud, le talent politique des responsables malgaches pour revenir par la fenêtre ? L'enjeu est là. L'enjeu, c'est une armée et le mouvement des jeunes qui arrivent à agréger d'autres, les syndicats, la société civile, et qui arrivent aussi à mobiliser les campagnes. C'est quand même un mouvement essentiellement urbain, pour pouvoir faire un contre-pouvoir à une dérive autoritaire de l'armée ou le retour des vieux chevaux de bataille qu'étaient ces politiciens discrédités. On continuera donc de garder l'œil sur ce qui se passe présentement à Madagascar, qui est à la fois passionnant et aussi tragique. Merci à vous deux, Francis Patindé, François Roubaud, de nous avoir éclairés. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Diane de Vancey, Stéphanie Villeneuve, Juliette Moëlic, Antoine Héral. Et à suivre après le journal, une autre question, incarcération de Nicolas Sarkozy demain à la prison de la Santé. Que nous enseigne l'histoire de la corruption ?